Alors, on ne vous présente plus Tanguy, docteur en sociologie, auteur très actif dans le monde des soins palliatifs, mais pas que. Il vient nous parler aujourd'hui d'un de ses sujets de recherche, le think tank, le Cercle des vulnérabilités et sociétés, qui est sur la vulnérabilité de la personne âgée. Bienvenue Tanguy. Merci Laurence, merci Olivier, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'avoir pu vous rejoindre. Moi, je n'ai pas eu de problème de transport, c'est une chance. Pour vous partager un certain nombre de réflexions que j'ai plutôt essayé de cibler autour du sujet de la santé mentale, sachant qu'il y aura beaucoup de discussions et d'apports autour du deuil. J'évoquerai un peu le deuil, mais véritablement, j'ai souhaité insister sur le sujet de la santé mentale en tant qu'il est aujourd'hui assez mal identifié, malgré tout. Et avec un titre un peu provocateur peut-être. À quoi bon s'occuper de la santé mentale des personnes âgées ? Vous mesurez qu'il pourrait y avoir cette tentation de se dire finalement, avec l'âge, c'est normal d'avoir une santé mentale qui se détériore, c'est normal d'avoir des capacités cognitives qui s'érodent et ainsi de suite. Et donc on pourrait se laisser aller à cette tentation de banaliser le sujet. Et on va évidemment faire l'effort inverse. Le docteur Jean Maisondieu, qui est un des grands spécialistes du sujet, disait « Le vieillissement n'est pas une maladie, mais il peut devenir souffrance quand le lien social se défait. » Et donc c'est véritablement sous cet angle-là qu'on va aborder le sujet, puisque notre réflexion aujourd'hui, c'est aussi celui de la prévention. Alors le Cercle Vulnérabilité et Société, comme tu l'as dit, Laurent, c'est un think tank auquel participent plus de 60 organisations pour produire un certain nombre de notes. J'en ai mis quelques-unes en lien avec notre sujet ici. Toutes ces notes sont en accès libre sur le site dont vous avez les références. Préserver le libre choix de la personne vulnérable pour un modèle français solidaire de la fin de vie, faire société avec tous les âges. Et puis, en primeur, celle qui va être publiée mardi prochain, qui est en lien direct avec notre sujet, santé mentale de la personne âgée vers un modèle plus préventif et inclusif. Donc je vous apporterai des éléments de cette note, mais je ne vous en révélerai pas tout à fait le contenu parce que la primeur est réservée à la presse à partir de mardi prochain. Je voudrais aussi rendre hommage à Jacques Ricot, qui est décédé, qui a beaucoup œuvré sur la réflexion éthique autour de la fin de vie, dont les obsèques auront lieu cet après-midi, et c'est la raison pour laquelle je ne pourrai pas rester avec vous tout au long de cette journée. Mais Jacques a été un ardent défenseur de la réflexion sur l'éthique de l'humain, de la vulnérabilité, et en plus un ami proche. Alors, quels sont les enjeux de la santé mentale concernant les personnes âgées ? Eh bien, regardons déjà un certain nombre de données non exhaustives. Dans le monde, une personne âgée sur 5 souffre de troubles psychiques modérés à sévères, principalement dépressifs ou anxieux. Une personne âgée sur 5. La santé mentale serait la première cause de handicap, nous dit l'OMS. Deuxième élément, en France, 13 millions de personnes, selon le ministère de la Santé, c'est-à-dire 20% de la population, souffrent d'un trouble psychique. Et quand on regarde en focale sur les personnes âgées, plus de 40% des résidents en EHPAD présentent des symptômes dépressifs souvent non traités. Ça, c'est le rapport de la HAS. Et la solitude, qui vient aussi d'être évoquée dans les témoignages, la solitude ressentie touche plus d'un tiers des aînés vivant seuls. Troisième élément de réflexion, qu'est-ce que ça a comme conséquence, cette détérioration de la santé mentale ? Aggravation de la dépendance, baisse de l'espérance de vie, surconsommation médicamenteuse, désengagement des équipes. Ah oui, tiens, ça touche aussi les tiers. Isolement des proches, risque suicidaire très élevé, et j'en passe. Pour l'assurance maladie, la santé mentale est le premier poste de dépenses avec 23 milliards d'euros dépensés chaque année, avant les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et enfin, 70% des Français cautionnent un stéréotype concernant les personnes atteintes de troubles de la santé mentale. Et donc, on peut aussi se poser la question du double stéréotype quand on a affaire à des personnes âgées qui souffrent de problèmes de santé mentale. Donc là, il y a double peine, ce qui justifie qu'on ait envie de s'intéresser au sujet, bien évidemment. Ça, c'est le visuel qui a été choisi pour la grande cause nationale 2025, qui a été reconduite en 2026, grande cause nationale sur la santé mentale. Vous avez compris qu'on est là en présence d'une personne âgée ou vieillissante.
D'ailleurs, le ministère de la Santé souligne que la santé mentale est influencée par des facteurs individuels, mais aussi sociaux, culturels, économiques, politiques, environnementaux. La qualité et les conditions de vie, le travail, les interactions sociales peuvent être des facteurs déterminants de l'état de santé mentale des personnes. Donc on a compris qu'on est dans la dimension sociale, relationnelle. Et d'ailleurs, le ministère cite en premier les risques chez les personnes âgées, mais aussi chez les aidants d'un parent âgé. OK, ça c'est la mise en évidence d'une difficulté, d'une problématique, en tout cas d'un projet politique. Et alors, récemment, en juin 2025, le ministère a publié un rapport « Santé mentale et psychiatrie ». Alors là, on est un peu perplexe. Pardon, je vais m'autoriser un petit pas de côté dans une maison qui nous accueille, mais on est un peu perplexe parce que d'un côté, le ministère met en avant la santé mentale des personnes âgées et le premier rapport qui sort est un rapport qui est consacré à la psychiatrie pour les jeunes et en plus, il n'est pas financé. Donc là, on peut se demander si on est dans un rapport pondu un peu rapidement ou si on est dans une première étape pour aller plus loin. Espérons que la réponse sera la seconde. Et je vous invite, je réitère mon invitation à ce que vous téléchargiez dès mardi prochain la note sur santé mentale de la personne âgée, puisqu'au cercle, on a compris que ce sujet-là était l'angle mort des politiques publiques. Voilà l'évolution de la proportion des tranches d'âge dans la population, avec une projection sur 2070. Vous avez compris que les 65-74 ans vont être relativement stables, qu'il y aura une augmentation de la population des 75-84 ans et une explosion de la population des 85 ans ou plus. Donc on le sait, on est sur une société vieillissante, mais avec des effets qui sont là particulièrement rapides et inexorables. Avec un nombre de centenaires qui va aussi exploser, essentiellement des femmes. Et finalement, on se rend compte que quand on prend des analyses de cohortes depuis les années 1980, donc ceux qui avaient 60 ans en 1980 et qui aujourd'hui ont 100 ans, eh bien la France a une proportion de centenaires beaucoup plus élevée que les autres pays de la sphère européenne. Donc ce sujet devrait être encore plus prégnant chez nous et non pas secondaire. Vous avez tous à l'esprit cette définition de la santé qui est une définition presque indépassable. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, nous dit l'OMS, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc il ne suffit pas de ne pas être malade pour être en bonne santé, puisque cette santé, c'est un état de complet bien-être. Je ne doute pas un seul instant qu'en cet instant, vous soyez tous en état de complet bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est quand même sur un idéal. La santé, c'est un idéal, c'est même un sursis. C'est-à-dire que personne n'est en parfaite santé. On est tous en sursis de quelque chose. Donc on est tous dans cette espèce d'entre-deux, ce qui nous fait dire qu'en réalité, nous sommes tous vulnérables et que c'est le lot, là j'anticipe sur des travaux du cercle, enfin où je fais référence au cœur des travaux du cercle vulnérabilité et société, la condition normale du vivant, c'est d'être vulnérable. C'est notre nature de bien portant. Il arrive que nous soyons fragiles, c'est-à-dire affectés par la maladie, par une infirmité, comme dit l'OMS en 1948. Donc ne confondons plus, cessons de confondre vulnérabilité et fragilité. Or, dans le langage courant, c'est encore profondément amalgamé. J'y reviendrai, vous comprendrez pourquoi c'est important, parce qu'en fait, quand on est vulnérable, on fait attention à soi. On a conscience qu'on est potentiellement exposé à des risques, et donc on développe une qualité de vigilance, de protection de soi, de prévenance, de prévention, et ainsi de suite. On est plus attentif aux autres également. Et donc la vulnérabilité est le corollaire des politiques de prévention. Dit autrement, mais je n'ai pas pris ce risque idiot, si j'avais commencé mon propos en vous demandant combien d'entre vous se sentent invulnérables, vous sentez que je n'aurais pas eu un grand succès. Hein, voilà. Et oui, donc si on traite la question à l'envers, il nous faut bien nous rendre compte que si nous ne sommes pas invulnérables, c'est bien que nous sommes tous vulnérables, mais je sais que je prêche auprès de gens déjà convaincus. Alors cette santé, ce bien-être complet, physique, mental et social que définit l'OMS, voilà qui nous donne une représentation graphique qu'on pourrait réduire à ceci, c'est-à-dire les interactions entre la santé physique, sociale et mentale. Et les soins palliatifs,
travailler le sujet pour l'élargir encore davantage, mais signe des temps, là où en 1948 on parlait de santé mentale, aujourd'hui on parlerait plutôt de santé psychologique ou de souffrance psychologique. C'est-à-dire que le vocabulaire psychologique a presque pris le pas sur le vocabulaire mental, lequel est devenu profondément flou. Le mot mental est un mot fourre-tout, désormais. Et donc les soins palliatifs ont théorisé qu'il y avait une souffrance physique, mentale, sociale et spirituelle. Mais en fait physique, psychologique, sociale et spirituelle. Ce qui veut dire, parce qu'on adore faire ça dans nos systèmes culturels, que quand on a un problème complexe, au lieu de l'aborder comme un problème complexe, qui aurait fait plaisir à Edgar Morin, on en fait des petites cases, on le découpe, et on va s'empresser d'essayer d'identifier, mais qui est capable d'intervenir sur quelle case. Et donc ça donne ceci, c'est-à-dire que les problèmes psychologiques sont du ressort des psychologues, et donc derrière, si on appelle ça des problèmes mentaux, on comprend que les psychologues vont être les premiers mobilisés pour aller traiter des problèmes mentaux. Je m'autorise quelques coquetteries, hein. Vous avez vu la tronche du bénévole. Pour avoir été moi-même longtemps bénévole, voilà, je m'autorise quelques facéties. N'y voyez pas de jugement de valeur. Hein. Voilà, ça veut dire qu'en fait, on découpe la personne et que la santé mentale va être un aspect de la santé globale dans les modèles théoriques. Alors, en quoi ça consiste la santé mentale? La santé mentale, nous dit l'OMS, est un état de bien-être, on retrouve à peu près les mêmes sujets, qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Cette définition est extrêmement importante parce qu'en réalité, elle n'est pas déficitaire, elle est capacitaire. Une personne en situation de bonne santé mentale devient un acteur contributif de la société. Donc un acteur de don, donc un acteur qui a une valeur sociale. 3 éléments pour définir la santé mentale positive, qui consiste à l'épanouissement, le bien-être d'une manière générale, dans les rôles sociaux. 2e élément, la détresse psychologique dite réactionnelle, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu un accident de la vie, eh bien, comment est-ce qu'on est capable d'intégrer cet accident? Et dedans, on va trouver la thématique du deuil, en particulier. Et cette détresse psychologique, si elle n'est pas traitée, peut même dégénérer en troubles plus graves, troubles psychiatriques, lesquels peuvent aussi affecter la personne, même sans détresse psychologique, et là, qui relève d'une prise en charge médicale. Donc on se rend bien compte que la santé mentale est un ensemble complexe, où la dimension sociale joue autant de rôles que les troubles de nature médicale, par exemple. Et que la réponse est donc complexe. Pour que les gens soient en bonne situation de santé mentale, il faut une réponse pas simplement médicale, pas simplement psychologique, pas simplement sociale, mais l'ensemble des 3. Donc on s'étonne là encore que le rapport du gouvernement est porté sur le sujet de la psychiatrie, dont on sait qu'elle est en déficit, hein, qu'elle nécessite des efforts de la part de la politique publique, mais ça ne suffit pas de traiter la santé mentale par le sujet de la psychiatrie, bien évidemment. Donc, en fait, une santé mentale, c'est un sujet complexe avec des enjeux systémiques, c'est-à-dire qui vont se déployer sur d'autres personnes, comme je l'ai déjà un peu évoqué. Ah oui, alors là, on est un peu plus troublé parce que la CIM-10, la classification internationale des maladies, nous parle de troubles mentaux. Les troubles mentaux seraient donc une maladie. Et donc, on se rend compte qu'en réalité, nos représentations à l'égard de la santé mentale sont très ambivalentes. Tantôt, on en fait un sujet social, tantôt, on en fait un sujet médical, et très souvent, on en fait un sujet médical. Et donc, vous voyez que derrière, la réponse est très orientée. Selon la représentation que vous en faites, vous allez avoir derrière une mise en œuvre de différentes mesures, mais qui vont être sous l'angle de la médecine ou du sanitaire. Reprenons notre définition pour dire qu'en fait, la santé mentale n'est pas un aspect de la santé globale parmi d'autres, c'est peut-être le point focal, le point culminant de la santé. C'est celle qui détermine presque tout le reste. Je m'explique. Ça, c'est une certaine représentation de la santé mentale. Ouais, la même figure, je la mets en 3D. Enfin en 2D, mais en dimension verticale. À savoir que si ma santé mentale se détériore, eh bien, ça aura un impact sur le reste, mais si ma santé physique se détériore, ça aura aussi un impact sur ma santé mentale. Le chapiteau tient autant par ses étais que par sa base. Alors souvent, la santé mentale, c'est plutôt ça. Ouais. C'est pas glorieux, c'est pas forcément le cirque, le chapiteau et le moment de joie. C'est plutôt un truc qui brinque-ballant, qui tient, mais qui tient bien hein, quand même, qui arrive à tenir. Bon.
Ça veut dire, en fait, il nous faut comprendre que toutes les formes de souffrance contribuent à la détérioration de la santé mentale, mais que réciproquement, la détérioration de la santé mentale abîme aussi sur l'ensemble des registres de la vie. Bref, la santé mentale, c'est à la fois la cause et la conséquence. Et ça devient un sujet qu'on ne sait pas très bien traiter d'un point de vue politique, du coup. Alors, à quoi bon faire autant d'efforts pour protéger la santé mentale des personnes âgées? Est-ce qu'il y a des risques? Oui, certes, mais est-ce qu'il y a aussi des opportunités? Alors, on a fait cette cartographie qui est extraite de la note qui est à publier, là, où on a essayé d'identifier les facteurs endogènes, c'est-à-dire les facteurs qui viennent de la personne elle-même, et les facteurs exogènes, c'est-à-dire les facteurs qui viennent de l'environnement de la personne. Et on l'applique là à la situation de la personne âgée. Parmi les facteurs endogènes, eh bien, vous pouvez avoir des choses comme une insuffisance d'organes, des troubles de l'alimentation, de consommation d'alcool, des chutes, des pertes d'autonomie, des maladies chroniques. Voilà des situations qui peuvent contribuer à détériorer la santé mentale. Vous avez après des facteurs peut-être plus psychiques, comme les maladies neurodégénératives, la dépression, les pertes de mémoire, le sentiment de culpabilité, les troubles du sommeil. Tout ça, ça va rajouter à une dimension, pas simplement physique, mais aussi psychique. Et puis vous avez des facteurs beaucoup plus sociaux, le sentiment d'être abandonné, le sentiment d'inutilité, celui d'être un fardeau, la précarité financière. Voilà des choses qui viennent de l'horizon, de l'univers de la personne et qui détériorent sa santé mentale. Et de l'autre côté, parmi les facteurs extérieurs, vous en avez plusieurs. Les formalités administratives interminables, les anniversaires, les dates clés de l'existence, la perte des droits, la perte de son chéquier, de son permis de conduire, que sais-je, hein, le changement des soignants qui interviennent à domicile, le changement de lieu de vie, la pose d'une prothèse, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui viennent de l'extérieur, qui vont contribuer à détériorer la santé mentale, mais aussi le fait de faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire, d'être isolé à la fois parce qu'on n'a plus accès au téléphone ou plus accès au digital, d'avoir une insuffisance de liens intergénérationnels, de subir des effets de maltraitance individuelle, de difficulté d'accès aux soins, et puis encore plus loin, même le climat, les saisons, l'actualité, tout ça, ça détériore la santé mentale, en particulier de la personne âgée, mais évidemment pas que de la personne âgée, avec aussi le risque, pas simplement de la maltraitance individuelle, mais de la maltraitance institutionnelle, dénoncée par Victor Castanet. Hein. Et puis, on isolera aujourd'hui le sujet du deuil. Pourquoi est-ce qu'il est central? C'est que beaucoup de ces risques de détérioration s'enracinent dans l'expérience d'un deuil symbolique ou réel, c'est-à-dire l'expérience de la perte. Voilà sur quoi je vais essayer de m'arrêter un petit peu, parce que les pertes en vieillissant sont multiples. Physiques, quand on ne peut plus bouger, sensorielles, quand on perd le goût, quand on perd la vue, intellectuelles et cognitives, quand on n'est plus en même capacité d'intégrer des nouvelles informations, puis la perte de liens, l'expérience de la solitude, hein, dont j'ai un peu parlé plus tôt, les pertes affectives autour des deuils, avec un deuil qui est aussi souvent sous-estimé, c'est le deuil de l'animal de compagnie, hein, qui est un deuil qui aujourd'hui commence à être un peu mieux reconnu, heureusement. Et puis la perte, non pas d'essence, mais du sens. À quoi bon? À quoi ça sert tout ça? Pourquoi continuer à vivre? Dans un contexte où il ne vous a pas échappé qu'on est en train de vouloir faire évoluer la loi pour se dire qu'il y avait des circonstances qui justifiaient que finalement la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et bien là, on a typiquement un public qui va être en première analyse concerné. Alors tout ça, ça joue en cascade, hein, une perte en entraînant une autre, évidemment. Et donc le sujet, c'est est-ce qu'on va demander à la personne âgée d'essayer de survivre ou de vivre autrement, c'est-à-dire d'être capable de digérer ces différentes pertes. Mais vous vous rendez bien compte que digérer les pertes, les accepter, hein, au sens presque de Kübler-Ross, hein, ça demande de l'énergie. Alors est-ce que la personne en a? Et si elle y parvient, ça veut dire qu'elle en a. Donc c'est un travail d'accepter. C'est ce que Cyrulnik peut appeler la résilience, par exemple. On peut aller un cran plus loin en disant que finalement, suivant Christophe Fauré, le processus de deuil, c'est un processus de cicatrisation qui se fait assez naturellement. Donc, même chez la personne âgée, le deuil est un phénomène naturel. Comment faire en sorte de ne pas le freiner, l'entraver, le compromettre, mais au contraire, créer les conditions pour que ce processus naturel puisse s'exercer même quand on est très âgé. Et puis, on peut encore aller un peu plus loin. Est-ce que la vieillesse est un naufrage, comme le disait De Gaulle, ou est-ce que c'est une odyssée, comme le disait Homère? Je rappelle qu'Ulysse n'était pas un perdreau de l'année hein, quand il a fait son Odyssée. Il était déjà un homme âgé, il est arrivé encore plus vieux chez lui. Est-ce que c'est une odyssée, c'est-à-dire est-ce que c'est un voyage initiatique? C'est ça ce que ça dit derrière.
Alors, je m'appuie sur les représentations ou les approches que Éric Fiat nous a proposées autour de la question de la dignité. Pourquoi je convoque la notion de dignité ici? C'est parce que dignité veut dire valeur, dignus, en latin. Et donc, qu'est-ce qui permet à une personne âgée d'avoir le sentiment de sa valeur? Ce qui, du coup, participe de la préservation de sa santé mentale, clairement. Alors, Éric Fiat nous dit qu'il y a 5 catégories de la dignité. La première, c'est la dignité bourgeoise. C'est-à-dire, on est digne quand on se tient bien dans le monde, quand on a une certaine contenance. Vous voyez, la dignité des femmes de l'Angleterre victorienne qui maîtrisent parfaitement leur passion, leur pulsion, leur élégance, et ainsi de suite. Deuxième élément de la dignité, selon Éric Fiat, la dignité abrahamique. C'est celle qui est héritée, c'est celle du peuple élu, choisi par Dieu. Et par extension de tout être humain qui est intégré dans un monde d'élection. Troisième représentation de la dignité, kantienne, je vais vite parce que le sujet n'est pas... Jacques Ricot a écrit des livres entiers sur la question de la dignité. La dignité kantienne, sans degré nu parti, nous dit Kant, inaltérable, celle à laquelle nous croyons, a priori, nous qui sommes réunis dans cette salle, toute personne reste digne, quelles que soient ses pertes de capacité. Mais Hegel le poursuit en disant « Oui, mais on peut rester digne tout en perdant le sentiment de sa dignité parce que le regard porté sur moi va déterminer quand même la perception que j'ai de ma propre dignité. » Dit autrement, sommes-nous dignes des personnes qui nous permettent de les accompagner? Vous voyez, on peut renverser le sujet de la dignité. Est-ce que c'est eux qui sont indignes? Certes non, nous dit Kant, mais nous, dans la manière dont nous les regardons, est-ce que nous ne nous rendons pas coupables d'indignité? C'est-à-dire ce refus de voir leur valeur qui est là. Et puis la dignité selon Descartes, la dignité comme maître, toujours comme maître et processeur de la nature, c'est-à-dire celle qui relève d'une forme de puissance exercée sur le monde. Je suis digne parce que j'ai ma volonté, parce que j'ai ma capacité d'agir. Et alors à l'inverse, différentes figures de l'indignité. Le vulgaire, ce qui s'oppose à la dignité bourgeoise, c'est l'indignité du vulgaire. La personne qui perd son allure, son apparence, voilà, qui bave, qui est un peu dévêtue, qui a perdu tous les signes les signes extérieurs de sa parfaite adaptation au monde. Le malade, qui est la figure de l'impur dans la représentation de la dignité abrahamique, c'est l'opposé de cette image de l'élu. La bête, le monstre, ça c'est... Puisque tout homme, selon Kant, est digne, eh bien certains imaginent qu'ils ne sont pas tout à fait des hommes, si on suit Tristan Engelhardt, des personnes non humaines. Voilà, il y a des travaux qui nous font peur presque. Hein. L'exclu, voilà, je suis exclu, je suis digne, mais le monde ne me reconnaît pas comme digne. Et peut-être que je m'auto-exclus. Et puis l'impotent. Voilà 5 figures de l'indignité. Alors là, on peut y retrouver pas mal la personne âgée malgré tout, qui donc peut s'auto-indigner, s'auto-dévaloriser par impact de la société au regard de ses convenances, de sa santé, de sa pseudo-normalité, de sa marginalité, de sa puissance. Voilà toutes ces pertes liées à l'âge qui peuvent conduire à considérer ou à se considérer comme indigne. J'en termine avec la dignité pour aller pour renverser le sujet, pour aller voir du côté des gains cette fois-ci. Ça apporte quoi de vieillir? Quelque chose? Pas grand-chose? Moi, j'ai bientôt 60 ans, je commence à me sentir un peu concerné. Voyez, donc je réfléchis et la littérature internationale nous renvoie que ça apporte des choses dans le champ cognitif, pas que des pertes, hein, des choses dans le champ cognitif. Baltz et Baltz, c'est un couple de sociologues, dans un article retentissant des années 90, parlait de successful aging, le vieillissement réussi. Avant ça, il y avait eu Rowe et Kahn en 87 qui avaient montré qu'il pourrait avoir un successful aging, il fallait faire du sport comme Jane Fonda. Hein? Et Baltz et Baltz nous disent non, le successful aging, c'est la préservation du lien. Voilà, c'est ça. Des progrès dans le champ émotionnel et spirituel. Des progrès dans le champ émotionnel et spirituel avec la possibilité alors un concept sur lequel je vais revenir, la gérotranscendance. Intéressant, hein, c'est Tornstam, un sociologue, Lars Tornstam, un sociologue suédois qui nous parle de gérotranscendance. Comment, grâce à l'âge, on peut accéder à une forme de transcendance de soi.
Dans le social, dans le champ social, avec l'apprentissage d'une forme d'intériorité active, nous disait Erickson par exemple, des tuteurs de résilience. Dans le champ de l'adaptation, avec des stratégies compensatoires, c'est pas rien quand on perd des aptitudes de trouver le moyen de compenser. Ça suppose une énergie, ça suppose une implication de l'être pour arriver à développer des nouvelles formes de rapport au monde. Et puis la fameuse plasticité cérébrale, mais aussi l'automatisation des tâches. Bref, il y a des tas de choses qu'on apprend en vieillissant, ce qui faisait dire à Lars Tornstam, dont je viens de parler, « Aging is a movement from doing to being ». Le vieillissement est un mouvement qui va du fait de faire au fait d'être. La gérotranscendance. Retenez ce concept, il me semble extrêmement pertinent. Mais le handicap, puisqu'il accompagne souvent la vieillesse, le handicap permet aussi, sur le même mode, de développer des talents dans le champ cognitif, dans le champ émotionnel et spirituel, mais encore plus dans le champ social. La capacité à devenir militant de pas mal de personnes en situation de handicap, la capacité à coopérer, à avoir une nouvelle intelligence relationnelle, la capacité à s'adapter, créativité adaptative, la croissance post-traumatique, et ainsi de suite, la résilience, et même dans le champ corporel et sensoriel, on va retrouver la conscience du corps, les méta-apprentissages, l'attention accrue. Ce qui fait dire à Paul Ricoeur que le handicap ne réduit pas l'humain, il l'oblige à inventer autrement. Voilà deux figures qui se complètent. La personne âgée, surtout quand elle a en plus des handicaps, fait une expérience dont aujourd'hui, pour des raisons morales, nous ne voulons pas tenir compte. Nous considérons que la personne âgée est une personne déficitaire, alors que nous avons les éléments d'appréciation pour dire que c'est une personne capacitaire. Alors, vers quel modèle ? Et j'en termine un peu, mais j'avais prévu... Voilà, j'ai encore besoin de 5 minutes. C'est bon ? Merci. Vers quel modèle ? Eh bien, aujourd'hui, on a un modèle biomédico, psycho, socio-environnemental dans cet ordre-là, qui est un modèle fondé sur une logique curative avec derrière une mobilisation d'une économie de type sanitaire. Pouvons-nous imaginer passer à un modèle enviro, socio, psycho, médico, biologique, c'est-à-dire encore dans cet ordre-là, qui serait fondé sur une logique préventive avec une forme d'écologie du lien ? Est-ce que la santé mentale ne commence pas par l'écologie du lien ? Et dans ce cas-là, vous voyez à qui incombe cette responsabilité. Non pas aux gens qui peuplent cette auguste maison, mais à chacun d'entre nous et à tous ceux qui nous entourent. Donc on a une responsabilité, bien évidemment, dans la santé mentale de la personne âgée. Responsabilité dans ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire éviter l'apparition des risques. Ça, c'est une logique de proximité qui incombe à tout le monde. Comment rester vigilant à l'égard de la personne qui vit autour de chez nous. Responsabilité dans la prévention secondaire. Comment détecter précocement les troubles quand ils commencent à se manifester pour pouvoir générer un système d'alerte. Est-ce qu'il peut y avoir des sentinelles ? Vous voyez, la prévention primaire, c'est maintenir les facteurs de sociabilisation. La prévention secondaire, c'est déjà donner l'alerte. Et puis, prévention tertiaire, une fois qu'il y a eu un problème de santé mentale, comment est-ce qu'on évite, comment est-ce qu'on limite les conséquences ? En cascade, j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Comment est-ce qu'on est capable d'agir, peut-être médicalement à un certain moment, mais pour éviter que le phénomène ne déploie encore d'autres effets en cascade. Bref, il y a une implication qui est à chaque fois sociale, mais avec différents volets. Voilà. Ce qui veut dire que notre premier rôle pour garantir, optimiser la santé mentale de la personne âgée, c'est un rôle de prévention qui mobilise ce type d'acteurs, avec des petits points de suspension, il n'y a pas que. Mais voilà ces acteurs qui doivent être impérativement mobilisés dans la prévention et la préservation de la santé mentale de la personne âgée. Mais quand ça se détériore un peu plus, alors dans ce cas-là, il y a d'autres acteurs qui doivent être aussi mobilisés. Et quand ça se détériore encore plus, il y a d'autres acteurs qui doivent être mobilisés. Et c'est dans cet ordre-là qu'il faut fonctionner. Alors qu'on a plutôt tendance à appeler très rapidement le psychologue, le psychiatre, le médecin, et on part du sommet de la pyramide au lieu de partir de la base. Voilà, la santé mentale de la personne âgée, ça correspond à ça. Ça s'intègre dans une pyramide humaine. Et donc, c'est bien de notre responsabilité sociale, citoyenne. Avec le Cercle, on a construit il y a 3 ans un kit de co-construction d'initiatives d'ateliers intergénérationnels
Donc ça a donné lieu à des publications qui sont disponibles sur notre site. L'intérêt a été de mobiliser des gens sur des sujets qui ne sont pas immédiatement des sujets de personnes âgées. Comment on a fait des ateliers avec des jeunes qui allaient de 7 ans à 97 ans. Ben, c'est pas Tintin, c'est pas 7 à 77, c'était 7 à 97 ans. On a fait travailler ces gens-là ensemble pendant plusieurs jours et on a recueilli leurs propositions sur des sujets qui touchent à l'écologie, qui touchent au travail, qui touchent à la sécurité et ainsi de suite. Donc mobiliser la personne âgée au-delà de sa propre sphère, de ses propres problèmes immédiats. L'inscrire comme étant un participant citoyen. C'était passionnant parce que les uns et les autres se découvraient et parce que ça a permis de comprendre que l'intergénérationnel, contrairement à ce qu'on voit trop souvent, c'est pas mettre des jeunes au contact des vieux, c'est d'avoir tous les âges réunis ensemble. Deuxième initiative qui va être reproduite en 2026. En 2022, on avait monté une opération qu'on a intitulée « Ma voix compte » à l'occasion des élections municipales. Et on a fait travailler en atelier des tas de gens, c'était pour garantir l'accès au droit de vote des personnes en situation de fragilité mentale, et notamment des personnes âgées. Et on les a fait travailler sur différents thèmes, là encore, sécurité, coopération entre les générations, écologie, santé, numérique, bref, qui ne sont pas des thèmes de handicap, qui sont des thèmes de citoyens. Et on a fait venir des maires dans des groupes pour que des personnes âgées les interpellent. Et je me souviens d'une dame d'un EHPAD de parisien qui était toute recroquevillée dans son fauteuil. Et au fur et à mesure qu'on évoquait le sujet du droit de vote, elle a commencé à se redresser et soudain, elle s'est emparée de la parole, elle ne l'a plus lâchée pour nous rappeler qu'elle était une des premières militantes en faveur du droit de vote des femmes, qu'elle s'était battue intensément. Et tous ses congénères qui la croyaient complètement ratatinée depuis des mois ont découvert que cette femme avait une réserve, mais on n'avait jamais appuyé sur le bouton. Et là, soudain, on appuyait sur le bouton et elle était en train de sortir comme un diable de sa boîte, mais réjouie de pouvoir partager tout ce qu'avait fait sa vie de femme engagée. Elle avait été une des premières femmes à travailler à la Banque de France, et ainsi de suite. Et puis, petit à petit, elle a dit « Et il faut pas bien penser à nos aides-soignantes parce que le métier qu'ils exercent, c'est pas de la tarte. » Je cite ces mots, « C'est pas rien de torcher des vieux comme nous. » Et donc, elle avait aussi cette capacité à prendre du recul pour regarder tous les gens qui s'occupent d'elle. Mais simplement, si on ne vient pas l'activer. Donc voilà ce que cette opération a permis de faire. Alors là, j'étais à Montréal il n'y a pas très longtemps. Voilà ce que je vois au cul d'un bus, à fond pour les vulnérables, et ça m'interroge. C'est qui les vulnérables ? C'est les personnes âgées, d'après cette photo, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire pour ? Est-ce que ça veut dire qu'on va les désigner comme étant l'objet de nos politiques publiques ? Est-ce que ça veut dire que de ce fait, on va se différencier en disant si c'est pour eux, c'est que nous, on est plutôt bien portants, on n'est pas concernés, voire on instrumentalise un peu. Et ça va même au-delà du pour. On pourrait faire sans. Et les gens pourraient s'auto-exclure en disant « je suis un fardeau pour la société ». Mais on pourrait faire pour, c'est-à-dire les inclure, mais on peut faire beaucoup mieux que pour. On peut faire à partir de leur expérience, à partir de leurs compétences, ce que je vous ai montré juste avant. Donc c'est quoi faire à partir d'eux ? En fait, il faut pouvoir justifier qu'on a des bénéfices à mobiliser les personnes âgées. Des bénéfices moraux, mais ça ne suffit pas quand vous dites « allez, on va changer la société pour soutenir les personnes âgées ». Vous avez bien compris que politiquement, c'est très, très porteur, mais qui va prendre la mesure de ça? Le plan santé mentale n'est pas financé. Bon. Il y a des sujets, on pourrait avoir des bénéfices politiques en disant c'est ça la démocratie, des bénéfices moraux, sociaux, c'est ça la fraternité. Non, le vrai bénéfice qui va parler au monde d'aujourd'hui, c'est montrer que l'expérience des personnes âgées a un impact en termes de transmission, de compétences, en termes de qualités humaines, mais aussi un impact économique, parce que les personnes âgées participent directement et indirectement, pas qu'à travers la silver economy, mais participent au bon équilibre économique de notre monde. Donc il faut faire pour, et pas simplement, il faut faire pas simplement pour, il faut faire avec, et il faut même faire à partir d'eux. Je n'ai pas le temps de développer tellement ces sujets-là, mais ils sont essentiels, faire à partir d'eux. Je pense, j'en dis un mot, à l'expérience que propose Anne-Dauphine Julian d'aller mettre des lycéens au contact des personnes âgées pour les aider à rédiger le petit livre de leur vie. Voilà, ça c'est faire à partir d'eux. Quand vous envoyez un lycéen dans un EHPAD, il a 17 ans et il a une mission, c'est de rédiger un petit livre de 20 ou 30 pages relatant la vie de cette personne âgée, alors là, il y a quelque chose qui est très concret. En conclusion, la santé mentale est le point focal de la santé globale, ce n'est pas un aspect de la santé globale. Le vieillissement, c'est bien l'apprentissage des pertes, mais c'est aussi la découverte de nouveaux talents, de nouvelles aptitudes, de nouvelles valeurs, parce qu'il faut réorienter son énergie vitale, laquelle diminue biologiquement.
Et l'accompagnement de la santé mentale exige une politique sociale, d'où l'importance que les associations se mobilisent sur ce sujet-là. Une politique qui est pensée dans ses effets systémiques, parce qu'elle a un impact, la santé mentale des personnes âgées, sur les proches, mais aussi sur les professionnels de santé. Vous avez vu pendant le Covid, le nombre de gens qui ont très mal vécu, le nombre de professionnels qui ont très mal vécu, de devoir mettre en isolement des personnes âgées dans les EHPAD, de devoir s'occuper des corps pour lesquels les familles n'avaient pas le droit de venir, et donc d'inventer des rituels à l'hôpital, d'avoir des obsèques dans lesquelles il y avait une jauge réduite à 20 personnes, puis à 30 personnes. Tout ça, ça fragilise le tissu social et les professionnels. Et surtout, pensez que l'accompagnement de la santé mentale, c'est un investissement qui évite des coûts et qui génère des gains. Et tant qu'on n'aura pas comptabilisé tout ça, alors on a peu de chances de faire véritablement évoluer le système. Je vous laisse en conclusion différentes ressources.